dans l'abîme. Bienvenue à tous et toutes à ce deuxième épisode de Un regard dans l'abîme. Salut. Et encore une fois accompagné, et j'espère que pour longtemps, pour Jules. Bon, normalement. Voilà, espérons que ce Normalement, sera pour c'est prévu. beaucoup. J'ai trois petits trucs avant de commencer à dire en rapidos. D'une, à remercier à 152 pour son petit mot. C'était hyper sympa et Ouais. touchant, vraiment. C'est ça. Ça nous encourage, ça nous fait envie de continuer. Et on fait notre petite démarche aussi bien ouais, qu'on hein. peut. Le deuxième point que j'avais oublié la première fois qu'on avait parlé, c'est que tout ce qu'on dit, tout ce qu'on dort, ni Jules ni moi, on se considère experts en rien. Non. On fait ça qu'on croit le mieux, ce qu'on donne notre avis, par rapport à ça qu'on connaît, et qu'on espère que vous partagez ou pas, et vous êtes libre d'opiner les contraires que nous. C'est ça. Et ça sera tout à votre honneur, parce que c'est justement ça qu'on fait la variété. Ouais, c'est ça. Et ensuite, et pour finir cette petite introduction rapide, moi dans les textos, j'avais toujours parlé de culture d'imaginaire. Et c'est pour une raison. C'est pas normalement, si on se tient au titre plus académique, formulaire, quand on parle des cultures de l'imaginaire, on se réfère à toute la question ludique, jeu de rôle, GN, jeu de plateau, etc. Mais je voulais vraiment, je parle de moi parce que c'est moi qui l'ai décidé, Ah ouais, bien sûr. que tu le partages. On est chez toi. Je voulais pas parler de pop culture, c'est pas un terme que ça me plaît. J'entends d'où il vient, mais ce n'est pas du tout ça que nous on veut en parler. On vous parlait de tous ceux, peu importe, tout genre confondu, comics, BD, bouquins, jeux vidéo, jeux de rôle surtout, qui nous stimulent notre imagination dans tous les sens possibles, soit parce que c'est d'une réalité qui nous importe, une fiction, c'est pas forcément parce que c'est un monde fantastique, etc. Et c'est ça que pour nous nous apporte à cet abîme de l'imaginaire que un peu de là les titres de l'émission. Et c'était important pour moi de le remarquer parce que, bon, pour culture, oui, on parle maintenant des grands blockbusters, Marvel, tout ça. Et que je ne dis pas que on n'en parlera pas parce que c'est possible un jour on parle des films comme ça ou des autres choses très connues. Et d'ailleurs, je pense que des trucs qu'on va en parler sont très connus. Mais pour moi, les classifier des pop culture, c'est un peu tatillon, je trouve. Mais bref, je ne vais pas épiloguer là-dessus 36 ans, c'est juste une question d'avis. Et après, les mots, les définitions, les goûts, les couleurs. Pour toi, en fait, voilà. la culture de l'imaginaire, c'est plus vaste. C'est tout qui est autour de l'imagination, quoi. Oui. Tout ça qui stimule l'imagination et te fait aller plus loin. Traditionnellement, c'était associé au jeu de rôle, il était associé au GN, au jeu ludique, parce que vraiment l'effort d'imagination, c'était plus loin. C'est vraiment, tout il est construit autour de l'imagination. Mais quand tu lis un bouquin, c'est une imagine qui le joue. C'est quand tu lis un BD ou un manga ou un comics, c'est aussi toi qui t'intègres à cet univers et qui te bouge ou pas. Donc, c'est dans cette idée-là. Ah oui, oui. Après, le concept de imaginaire me plaît beaucoup. Ouais. Moi, donc, c'est juste une petite puntualisation que j'approuve. pour des vrais, il n'y a aucune importance parce qu'encore une fois, c'est notre avis. C'est ça. Et si vous voulez partager, tant mieux. Et je l'ai fait juste pour les mieux. Voilà. Donc, pour commencer la capsule d'aujourd'hui, je vais commencer cette fois-ci à l'envers que l'autre fois pour les jeux de rôle. J'ai un petit promesse avant de démarrer pour ça que je veux présenter à faire, c'est que c'était un retour des parties sur Caravan. Ça va être très bref parce que je ne veux pas prendre tout le temps sur ça parce qu'on pourrait parler longtemps. Donc la conclusion, c'est
c'était clair, ça a plu à tout le monde. Toute la table qui était autour, ça l'a plu. Pourtant, c'était pas l'endroit le plus facile parce qu'on l'avait joué dans l'association. L'association, c'est un grand local où il y avait plusieurs tables à jouer. Donc, pour être un jeu d'ambiance, c'était compliqué. On ne pouvait pas mettre la musique, il y avait des tables qui parlaient à côté, etc. Donc, pour chercher vraiment cette côté touchant de l'aventure, on n'était pas dans les meilleurs endroits. Et même avec ça, ça a vraiment marché. Les systèmes de jeu, ça tourne tout seul. C'est simple, c'est efficace. Il n'y a pas trop de questions. J'ai quelques hésitations sur comment ils jouent les points des monstres, etc. Mais c'est vraiment comment dire, Des détails. ouais, c'est vraiment des détails. Je ne trouvais pas les mots, c'est pas grave. J'ai fait jouer les scénarios d'Evaz qu'il était dans le monde. Et je fais un tour des tables pour voir qu'est-ce qu'ils avaient pensé les gens. Il y avait Cyril, que vous connaissez de la chaîne, hein, déjà, qui a dit que clairement, pour lui, c'était un jeu d'enquête avec une grosse ambiance. Et que gagnerait beaucoup, comme on fait notre partie habituellement, avec la musique, la lumière, etc. Et ça sera très touchant. Je suis strictement d'accord avec lui. Je voulais mettre en place cet retour d'aventure. Mais je pense qu'il y a un parcours à faire. Et je dois finir cette petite retour de partie. C'est très bref. Je saute à plein de choses. Il aura plein de trucs qu'on pourrait détailler, mais c'est pas. Je pense que j'essayerai de parler un peu plus sur Discord, même si j'ai du mal sur les réseaux sociaux. Mais je en parlerai, je le ferai. C'est que je finis de lire les storybooks en attendant. Et surtout, le dernier chapitre, vraiment, j'ai vu qu'il y avait un autre contenu qui manquait sur la lecture principale. C'est une partie conte des fées qui se rajoute sur l'histoire, que je ne vais pas spoiler, parce que sinon ça serait dommage, qui s'ouvre la porte à plein de choses et qu'encore une fois, ça me donne encore plus envie de voir des choses dans cet univers. Même s'il y a un questionnement que je ne peux pas éviter, c'est que vu la façon cyclique qui fonctionne ces scénarios, si au bout d'un moment, on ne peut pas arriver au bout de la démarche. Si on joue 10 scénarios avec les mêmes joueurs, il n'y aura pas une fatigue sur ce système-là. C'est la seule questionnement que je pouvais me donner. Que ce n'est pas le cas. Aujourd'hui, on n'a fait qu'une et tout le monde il est complètement conquis. Donc, ce n'est pas question. Mais bon, c'était juste pour donner un détail aussi un peu critique sur qu'est-ce que ça peut donner. Parce qu'à la fin, vous, comme il est construit, je le conçois après presque comme un jeu clé en main, que tu as vraiment un univers, un système, et tout est là, et tu te fais toute ta campagne pour découvrir tout. Et tu pourras rajouter un peu des allers-retours, parce que quelques petits épisodes intermédiaires à compléter l'histoire pour avoir tout au bout. Mais voilà. Mais cela étant dit, je vais me lancer sur ce que je voulais chroniquer aujourd'hui. Que ça ne va pas être une surprise, il s'est promis. C'est, je pense, la dernière fois qu'on va en parler, c'est Farce Macabre. Farce Macabre, il y a déjà un actual play sur notre chaîne où ils sont enregistrés toute une partie des jeux de rôle. Il y a Cyril qui l'avait fait en tribune vidéo des retours des parties. Et pour finir, je voulais faire un petit recap de mon avis et un peu mettre en contexte ça, parce que à la fin, que ça me touche encore personnellement, c'est un supplément qui est entièrement conçu et écrit en Espagne pour un directeur de cinéma appelé Alex de la Iglesia, que je pense qu'en France il est connu, pas si connu qu'en Espagne, mais quand même il a fait quelques films. Il est connu quand même. Ouais. Pour notamment Le Jour de la Bête. Hein. Ouais, c'est son premier film d'ailleurs. Ça avait bien marché en France, je me souviens. Donc, pour me mettre un peu en contexte, ça que je vous parlais, il faut penser, pour ceux qui ne connaissent pas,
l'Espagne et le Sud-Amérique, parce qu'il ne faut pas oublier que quand même tout ce qui se publie à l'Espagne, il est potentiellement vendable, distribué au côté sud-américain hispanoparlant, hispanophone, pardon. Euh, et il y a une très grosse culture de jeux de rôle que ça a suivi à peu près les mêmes descentes qu'il a suivi en France dans les années, fin des années 90, en plus cette démonisation du jeu de rôle. Bon, c'est un parcours très semblant. Et je remarque ça parce qu'à force d'entendre des choses, on voit, je suis l'actualité presque en parallèle des jeux de rôle en France et des jeux de rôle en Espagne. J'essaie de voir un peu ailleurs aussi, car aussi on fait Ligue 1 aussi à niveau anglais. Et j'entends des fois dire, je pense que c'était sur Liste TV, etc., comme si France c'était un des plus gros traducteurs. Et c'est pas vrai, déjà, du tout. Surtout si on regarde les éditoriaux à l'Espagne, presque la totalité des jeux de rôle, ils sont toujours traduits avant à l'espagnol. Et il y en a beaucoup plus. D'autant plus qu'on a une très longue tradition d'écriture, notamment sur l'appel de Toulouse. Après, il y a des jeux qui sont sortis, mais il y a certains qui sont arrivés en France, comme Mythos, Plenilunio, même si ce n'est pas les jeux, les meilleurs jeux du monde, etc. Et notamment sur l'appel de Toulouse, on a une très longue tradition. Et Alex de la Iglesia, c'est un personnage qui représente très bien ça. C'est un gars qui, avant d'être connu, qu'avant d'être réalisateur, il était dans le monde des jeux de rôle, au même titre que nous. En plus, à peu près, à quelque chose près, on a des âges semblables. Oui. Je pense qu'il est plus âgé que moi, je pense. Il doit avoir la cinquantaine. Et, déjà, dans le monde des fanzines, il publiait des petites histoires, des petits scénarios sur l'appel de Toulouse. Lui, il était toujours en train de bouger. Et tous ceux qu'on a vu son cinéma et qu'on est rôliste, on ne peut pas s'empêcher de voir ce rapport. Oui. C'est impossible. C'est impossible. Tout ce qu'on construit, tu vois, les jours de la bête, tu vois les personnages jouer, tu vois cette structure des scénarios des jeux de rôle, et presque, je dirais, plus loin du scénario de l'appel de Toulouse qu'il apparaît, et que c'est construit. C'est forcément évident. Après, son cinéma, il a évolué, il a fait des autres films. La communauté, je ne sais pas comment l'on traduit en français, et il y a des films très très bons qui sont faits. Je suis désolé, mais je ne sais pas les noms en français. C'est Dernier balade des trompettes, un truc comme ça. Bon, je ne sais pas comment il s'est traduit. Aucune idée. Je ne les connais pas tous. Ouais. C'est son meilleur film en fait. D'accord. Dernièrement, encore une fois, qu'on ne peut pas que voir l'influence de l'appel de Toulouse dans sa création, pas que, mais bon, c'est la série 30 à monnaie. C'est hyper évident, quoi. C'est un scénario de l'appel de Toulouse. Tout le long de la série, c'est un scénario de l'appel de Toulouse. Après, avec un complément, et avec une façon très particulière et très à lui de faire. Et à partir de là, je ne connais pas tout à fait la genèse de ça. Je pense que ça a été à partir des Edge et des éditeurs espagnols qui sont contactés et que déjà ils voulaient récupérer. Il s'est écrit ça, Farce Macabre. Je ne vais pas trop parler, je fais un résumé très basique. C'est une histoire qui se passe au Caire, dans un huis clos, dans l'hôtel Shepard, avec une accroche très classique dans l'appel de Toulouse. Vous êtes appelé pour enquêter des faits mystérieux, en gros.
Mais tout ça, bon, je ne vais pas rentrer en détail. Cyril, il en parle déjà dans la vidéo. Il est constitué sur des timings de demi-heure. Tout ça passe sur 12 jours. Il y a plein d'événements. Mais ce bouquin, la force qu'il a, c'est que c'est une source inépuisable des détails de cet hôtel. C'est tout et n'importe quoi qu'on peut trouver en hôtel dans les années 20 au Caire et qui peut donner de la sauce aux joueurs, il est dedans. Chaque chambre, ça passe un truc. Chaque PNJ, ça passe un truc. Il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines de personnages qui tournent. Et encore une force majeure qu'il a, c'est que déjà d'entrée, quand on dit ça, ça peut être presque une quantité ahurissante d'informations qui vient à te rentrer dans l'écran pour un MJ, c'est quand même pas pardonné. Mais il est structuré de telle façon que c'est vraiment accessible. Attention, cela étant dit, c'est clairement pas conseillable pour des MJ débutants. Impossible. C'est aucun doute possible. Il faut vraiment une certaine maîtrise. Il faut avoir vraiment occupé plein de choses à droite-gauche. Même s'il y a plein de façons, plein de tables qui t'aident à t'amener d'un endroit à l'autre, plein d'informations. Et j'ai perdu mon fil, mais c'est pas grave. Un MJ capable de vraiment travailler toutes ces informations, il va en faire ça qu'il veut. Et s'il a la chance d'avoir plusieurs tablets, c'est inépuisable. C'est impossible d'avoir deux tables qui font la même chose. Parce qu'effectivement, il y a un fil rouge central qui se parcourt, mais que ça passe tellement de choses en parallèle qui sont autant intéressantes que le fil rouge principal. On ne peut même pas dire qu'il y a vraiment un antagoniste principal, parce qu'il y en a plusieurs personnages qui apparaissent qui peuvent devenir un antagoniste. Autre chose qu'il est dite, surtout pour ceux qui sont déjà des férus de l'appel de Toulouse, ça peut être utilisé comme un préquel pour la campagne des masques de Nyarlathotep, mais c'est même pas conçu comme ça, c'est juste qu'il y a des personnages récurrents qui apparaissent et qui après ils continuent sur l'autre. Mais il n'y a strictement pas besoin ni de les jouer ou pas, c'est juste je pense un hommage qu'il a fait parce qu'à l'époque il devait l'avoir marqué cette campagne, j'en doute bien. Et dans ça, je vais rentrer bon, je vais rentrer, mais je suis déjà parti sur le que pour moi, en tant qu'MJ, j'ai vécu de ça, c'est que il faut savoir que vos joueurs, ils n'auront jamais toute l'information. Ce n'est impossible. Impossible. C'est impossible, mais cela étant dit, il est tellement foisonnant, tellement parti des éléments qui ne sont jamais des paysages. Ils ne sentiront jamais, c'est mon avis en tout cas, c'est dire de qu'est-ce que je fous là, pourquoi je suis perdu, ça passe des trucs autour de moi. Ils ont toujours une façon de pouvoir les impliquer dans une intrigue mineure, majeure, etc. Peut-être sur l'intrigue finale, c'est le seul point où je trouve que c'est un peu trop à côté des personnages. Mais ça passe tellement de choses que c'est presque impossible de faire autrement. Mais je suis convaincu que peu importe qui joue, avec un MJ qui soit capable de donner ses miettes à un et l'autre, ils ne vont pas se sentir perdus, ou ils ne vont pas se sentir déçus de ne pas avoir surtout cette climax après d'avoir passé 12 jours enfermé dans un hôtel à chercher la cause de quelques trucs qui s'arrivent. Certains se sentir vraiment déçus de ça. Mais il a vraiment besoin d'un vrai travail dans l'MJ pour ne pas dépayser trop les joueurs. Un dernier détail que je veux parler pour montrer, je l'avais montré pour celui qui l'écoute un podcast, une idée que je trouvais géniale. En fait, ils savent
ils ont fait une frise qu'on peut trouver, je pense que l'édition française, il aura aussi, une frise où on peut trouver toutes les chambres des sautés, tous les horaires où ça passe, la journée où on est, et où il se trouve à chaque fois tous les personnages principaux. C'est une sorte de centralite téléphonique de l'époque. Je trouvais très marrant. Ah ouais, c'est bien fait. Ça a été très, très, très subtil Très subtil, ouais. pour moi quand je l'ai fait jouer. Parce que je trouvais à chaque moment où ils étaient les personnages, à chaque moment quand ils décidaient d'aller droite-gauche, que forcément ils ne savent pas parce que l'hôtel, il y a 400 chambres et ça part Ça de... foisonne. Il y a des extérieurs et tout en plus. Et ça, c'est vraiment un petit détail qui ça a été hyper utile. Avec quelques petites annotations droite-gauche qu'on peut trouver, même des interrogants, si ça passait ça, ils seront là, si ça passait l'autre, ils seront là-bas. Et c'est vraiment génial. L'édition française, j'espère bien qu'il aura. Elle n'est pas sortie encore. Il n'est pas sorti en France. Il fait un an qu'il aurait dû de sortir. Ah. Oui. Je viens de voir ce matin qu'il est annoncé pour fin mars la sortie, cette fois-ci, espérons que ce soit vrai. Et je vais conclure sur vraiment, si vous avez l'occasion, vous pouvez aller. C'est du bon. Il y a quoi à profiter. Il y a du travail, il ne faut pas négliger. Il y a vraiment un vrai travail côté MJ pour se rentrer dedans. Et surtout, si vous voulez jouer, surtout, comme c'est mon cas, vous êtes un peu maniaque et j'ai envie vraiment de trouver tous les petits points, etc. Il y a vraiment, vraiment de quoi faire. Donc, sans plus, encore une fois, et une dernière fois, il s'est promis, on ne parlera plus de farces macabres. Allez-y, c'est génial. On parlera de l'édition française peut-être. Quand même pas, ça sera déjà abusé. Putain, on a un actual play, la vidéo de Cyril, plus celui-là, ça sera abusé. Ça suffit. Donc, bon, qu'est-ce que tu nous vas présenter aujourd'hui? Alors moi pour ma première présentation, je vais présenter Rambo, mais pas le film. Je vais présenter le roman, puisque si vous êtes comme moi et que vous lisez pas trop les génériques, j'ai découvert il n'y a pas longtemps que en fait c'était basé d'un roman, l'histoire du film. Et donc c'est du roman que j'aimerais parler puisque il m'a quand même bien marqué. Donc c'est un roman qui a été écrit par David Morel, qui est un auteur canadien. On est bien d'accord, on parle du premier film et pas de la reste. Non, pas du tout. Au cas où. Bien que les deux films sont sortis en plus du roman, mais la novélisation a été faite par l'auteur original. Des deux films? Ouais. La novélisation, hein, c'est-à-dire qu'ils ont sorti les films et c'est David Morel qui a fait la novélisation en bouquin. Bon, du coup, il a renié un peu son travail, mais en fait, il a dit qu'il avait tenu à faire la novélisation pour développer certains personnages qui avaient été un peu squeezés par les films, quoi. Bah, voilà. Donc, David Morel, auteur canadien qui a fait la plus grande partie de ses études et de sa carrière aux États-Unis. Il a écrit quand même une trentaine de livres, hein, c'est pas un petit auteur. Et avant de devenir réellement écrivain, il était professeur de lettres dans l'université de l'Iowa. Ouais, l'université de l'Iowa, au moment où Rambo est publié. Donc c'est un auteur. C'est un auteur qui a eu quand même un relatif succès, donc notamment par Rambo, forcément, son personnage est rentré, on va dire, dans la légende de l'imaginaire. Ouais. Mais il a gagné des prix. Et bizarrement, il n'a pas gagné des prix avec le roman Rambo, mais il a gagné des prix. Il a par exemple gagné en 2006 le prix Bram Stoker pour un roman qui s'appelle Creepers. Et en français, toujours pareil, on va comprendre la logique des titres, c'est accès interdit en français, alors Creeper en anglais. Je ne ferai pas parler de traduction. Non. Ben encore, on n'a pas traduit par un titre anglais. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. S'améliorer, ouais. Et en fait, le prix Bram Stoker,
il récompense des ouvrages de dark fantasy et d'horreur. Voilà. Ensuite, il a gagné 2 prix pour le même roman en 2014 et 2016, si je me souviens bien. Pour le roman Murder as a Fine Art, il a gagné le prix Macavity et le prix Nero, donc qui sont des prix pour romans policiers. Donc c'est des prix aux États-Unis, ils ne sont pas trop réputés en France. Pour en revenir au roman, le roman donc, que je vous montre ici, c'est une édition de poche qui est sortie en 2018 aux éditions Gallmeister, a pour titre original First Blood, Premier Sang, et était sorti à l'époque en 1972 aux États-Unis. La première parution en France est en 1983, juste après la sortie du film qui a été en 1982. Et en fait, ils ont voulu surfer clairement sur le succès du film, parce que ça a été un carton, ça a quand même été un carton au box-office. Et aux États-Unis, il est sorti sous le titre First Blood. En France, directement Rambo pour jouer sur le film. Les éditions Gallmeister ont racheté les droits pour pouvoir rééditer en poche, en format poche. En 2013, ils ont tenté une première édition à eux sous le titre de Premier Sang, qui n'a visiblement pas trop bien marché, puisqu'en 2018, ils ont réédité le même bouquin, mais avec le titre Rambo. Ceci dit, c'est un très bon bouquin. Ça a été traduit, je mets en avant le traducteur, puisque la lecture a été super agréable, donc on met son travail en avant. C'est Éric Diacon qui l'a traduit. Au niveau de l'histoire, qu'est-ce que ça raconte? Bon, pour ceux qui ont regardé le film, on enfonce des portes ouvertes comme on dit. Ça raconte l'arrivée d'un vagabond dans la petite ville de Madison, nichée dans les montagnes du Kentucky. Tout vrai, spoiler Rambo. Du nom de Rambo, non, je raconte juste le début. Je ne raconte pas toute l'histoire. Oh, tu arrives avec 40 ans de retard. Je pense que tu pourras spoiler. C'est ça, au cas où il y en a qui n'est pas vu, on ne le sait jamais. Et donc, dans cette ville, il y a l'antagoniste dans le film, mais qui dans le bouquin n'est pas vraiment un antagoniste. Il y a le shérif Tissel, qui lui est garant du maintien de l'ordre et qui est le porte-parole de la population et qui goûte peu l'arrivée de ce hippie, puisqu'il est pris pour un hippie au début, et qui décide donc de l'expulser de la ville et en l'invitant à aller voir ailleurs s'ils y sont, quoi. En gros, on lui dit on ne veut pas de problème ici, on va ailleurs. Mais voilà, c'est justement quand on veut absolument éviter les problèmes qu'on se les crée. Et donc le shérif Tissel, en faisant ça, provoque un ancien vétéran de l'armée du Vietnam. Donc l'apparence ne s'y prêtait pas. Il avait l'impression que c'était un simple vagabond, mais alors que c'est une vraie machine de guerre. Et ce qui n'est pas dit dans le film, mais qui est bien avancé dans le roman, c'est que quand Rambo arrive dans la ville de Madison, ça fait à peu près 15 ou 16 fois qu'il s'est fait virer. Chaque fois qu'il arrive dans une ville, il s'est fait éjecter, quoi. Donc, ah bon? Ouais. Dans le roman, hein. Dans le roman. Et dans les films, il ne le dit pas? Non, j'ai un souvenir. Peut-être je me mélange. Alors, je l'ai revu il n'y a pas longtemps, le film. D'accord. Je pensais qu'il y avait une mention à un moment donné. Mais c'est possible, c'est possible. Voilà, il précise le chiffre. Il s'est fait virer 15 fois, carrément. Et là, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Il en a marre, parce qu'il s'est battu pour son pays. Et il est rejeté partout où il va. Et donc, la tension monte entre les deux hommes. Et va finir par éclater en chasse à l'homme qui va se dérouler à travers la montagne, donc, où il va se faire poursuivre tour à tour par la police du comté au début, et comme ils n'arrivent pas à l'attraper, il va y avoir la police d'État, la garde nationale, et ça va finir même avec l'arrivée de troupes d'élite, et on va traverser durant cette chasse à l'homme la ville, la forêt, la montagne. Ça va même finir dans une ancienne mine, un peu comme dans le film d'ailleurs. Ça suit de manière assez fidèle le livre, pour un final quand même vraiment en apothéose. Je dirais même encore plus que pour le film. On peut parler justement de la comparaison entre le livre et le film, puisque de l'avis de l'auteur même, qui est dit dans la postface du livre, il dit que Rambo le livre et Rambo le film sont deux trains
identiques, mais qui vont dans des directions pas tout à fait identiques en fait. C'est-à-dire que le propos, le fil rouge du film et du livre sont à peu près les mêmes, mais le cheminement est différent. Et donc, il ne faut pas quand même se cacher, hein, la plupart des gens connaissent le film, hein, puisque Rambo a marqué vraiment la culture de l'imaginaire. Et globalement, les deux... Pas forcément dans le bon sens. Pas forcément dans le bon sens, non. Parce qu'ils sont transformés en trucs qui devaient être une critique à autre chose, mais je pense que tu vas arriver plus tard à ça. Ouais, alors le premier film, non, hein, le premier film reste une critique. Oui, mais après les personnages, ouais, voilà. Après, ça complètement... le 2, le 3, et on ne va pas parler des autres, non, sont hors contexte par rapport au message initial de l'auteur. Alors je vais essayer d'arrêter de faire des E, parce que c'est très énervant. Globalement, le bouquin est beaucoup moins binaire que le film. Le livre est moins manichéen. C'est pas le gentil Rambo qui se fait agresser par les méchants policiers, un peu comme dans le film. La construction est différente, c'est-à-dire qu'on a plusieurs chapitres. Chaque chapitre suit à tour de rôle soit Rambo, soit le chef Tissel. Et du coup, on a leur façon de penser. On voit leur bon côté comme leur mauvais. Et au final, en fait, l'auteur avait ce désir-là, c'est-à-dire que le lecteur se fasse son avis. Pour lui, il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de gentil, c'est une histoire, c'est le hasard qui fait que ça tourne aussi mal, en fait. Mm-hmm. Et donc, c'est la lutte et la façon de passer de chacun des personnages. Le déclencheur de l'histoire n'est pas tout à fait le même entre le film et le livre. Puisque comme je vous l'ai dit, le livre, c'est parce que le chef Tissel croit que c'est le shérif Tissel, croit que c'est un hippie et il ne veut pas de hippie puisque en le reconduisant la première fois à la frontière de la ville, il lui dit regarde, il y a un drive-in ciné qui vient de s'installer, il y a toute une bande de jeunes qui embêtent les passants et lui il veut pas que lui se rajoute en fait. Alors que clairement, dans le film, ce qui déclenche l'hostilité du shérif, c'est le fait que ce soit un ancien combattant, puisque Rambo arbore une veste de l'armée américaine. Et le premier truc que lui dit le shérif, c'est vous n'allez pas être bien reçu avec cet uniforme, quoi. Donc le déclencheur n'est pas tout à fait le même, parce que ce qui n'est pas dit dans le film, mais qui est dit dans le livre, c'est que le shérif est un vétéran aussi de la guerre de Corée, lui. D'accord. Donc en fait, si il avait su d'entrée que Rambo était un vétéran, il aurait traité différemment, puisque entre anciens combattants, logiquement, ils se comprennent. D'ailleurs, au fil du roman, ils vont finir, malgré leur lutte, ils vont finir par se comprendre et se respecter, puisque c'est deux anciens combattants qui ont vécu à peu près les mêmes choses. Voilà, j'avais marqué un gros mot, mais bon, on va pas le lire. En fait, dans le film, clairement, Tissel, c'est un connard, quoi, qui veut jouer les gros durs, sans savoir d'où vient Rambo et que c'est un militaire accompli par rapport à lui, quoi. Et en fait, je pense que ce ton a été donné au film parce que quand le film est tourné, on a plus de recul sur la guerre du Vietnam, en fait. C'est-à-dire qu'on a vu les ravages que ça a eu. Et alors que quand le bouquin sort, on est en 1972 où les États-Unis sont en train de s'embrober au Vietnam, mais la guerre n'est pas vraiment finie en soi. Donc c'est peut-être pour ça que le film a choisi plutôt cet aspect-là de l'histoire. La grosse différence entre le film et le livre, c'est que dans le livre, clairement, Rambo ne cherche pas à éviter les morts. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on le fait dégoupiller, où on le traque, à partir du moment où il a l'occasion de riposter, c'est une boucherie. C'est-à-dire qu'il tue tout. Tout ce qui lui passe sous la main et en plus c'est dit, c'est par vengeance, quoi. C'est parce qu'on l'a poussé à bout et lui il veut montrer qu'en fait il fallait pas le pousser à bout, quoi. Il est pas là pour rigoler, quoi. Alors que dans le film, tout au long du film, il fait en sorte de ne pas tuer de personnes, et dans le film, les morts qui sont dues à Rambo,
Je crois qu'il n'y en a que 2. Alors que c'est possible. Je ne sais pas pourquoi je pensais qu'il y avait plus, mais c'est possible. Alors que dans le bouquin, à la fin de la deuxième partie, il en est déjà à 15 ou 20 victimes. Quoi. Alors que dans tout le film, il en tue 2. Un par accident dans le film, c'est quand il lance le caillou sur le pilote d'hélicoptère, il y a un policier qui tombe. Ouais. Du coup, c'est une mort indirecte. Et je crois que l'autre mort, il prend une balle perdue comme ça, mais Rambo, dans le film, fait tout pour éviter les morts. Et du coup, dans le livre, on n'a pas la célèbre réplique de Rambo quand il attrape le shérif dans la forêt, où il dit fais pas chier ou je vais te faire une guerre dont tu n'auras jamais idée. Parce que dans le livre, il passe à l'acte direct. C'est-à-dire qu'il a voulu la guerre, il lui donne. Le film parle beaucoup plus frontalement du problème du stress post-traumatique de la guerre. C'est-à-dire que le film est plus explicite alors que le livre le déroule tout au long du récit. C'est-à-dire que c'est un sous-texte plus ou moins évident, mais moins frontal quand même que peut l'être le livre. Et dans le film aussi, ça c'est juste pour l'anecdote, dans le livre, Rambo n'a pas de prénom. D'accord. Juste il s'appelle Rambo. C'est-à-dire que John J. Rambo, ça a été pour le film parce qu'il fallait, il fallait nommer précisément le personnage. Mais à la base, il s'appelle juste Rambo et dans la moitié du bouquin, puisque on est dans les pensées de Tissel, Tissel l'appelle le gamin parce qu'il n'a aucune idée de son identité en vrai. Il n'a pas de papier, rien. Il apprend son identité que quasiment aux 3/4 du bouquin. Ouais. Et donc ça reste le gamin du début à la fin. Quoi. Ça c'était pour la comparaison avec le film. Alors pourquoi quand même j'ai voulu parler de ce livre ? En fait, je l'ai pris par curiosité. Et à la base, je pensais que ça serait un roman de gars, non pas que ce soit péjoratif. Mais je pensais vraiment que c'était un roman sans grande envergure et qui avait donné le film. Alors que pas du tout en fait. Étant donné que l'auteur quand même était prof de lettres, on sent que c'est quelqu'un qui a une culture du style écrit et une culture littéraire qui se reproduit bien dans le livre. Et au final, j'ai été pris, mais dès le premier chapitre. C'est-à-dire que c'est rédigé, c'est très clair, le style est très propre et on rentre dedans de suite parce que c'est très moderne dans la façon d'écrire, c'est-à-dire que c'est très imagé, c'est très cinématographique. C'est-à-dire que même s'il n'y avait pas eu le film, rien que le fait de lire le livre, on a les images qui arrivent directement et on n'a pas de difficulté à s'imaginer qu'est-ce qu'aurait pu donner le film, justement. La construction du livre, et c'est là que c'est très intéressant, c'est que la construction du livre est en 3 parties, à la manière, c'est un prof de lettres, à la manière des tragédies grecques. D'ailleurs, ça suit vraiment les préceptes pour les tragédies qu'avait établi Aristote. C'est-à-dire que la première partie, c'est l'exposition avec l'arrivée de Rambo dans la ville et ce qui va déclencher la péripétie. En deuxième partie, on a la confrontation qui est la chasse à l'homme, ultra violente et tout. Et en troisième partie, on a la résolution, une fin à l'histoire, plus ou moins gaie. Il faut le lire, c'est pas mal. Et c'est pas le seul emprunt d'ailleurs à la tragédie grecque, puisque Tissot et Rambo pour moi, c'est mon interprétation, vont céder à ce qu'on appelle tour à tour, à ce qu'on appelle l'hubris. L'hubris, c'est la folie guerrière, c'est la folie guerrière due à un sentiment très violent, un déchaînement de rage lié à un excès d'orgueil, à un excès d'arrogance ou de pouvoir ou un excès de haine en fait. Et comme dans les tragédies grecques, tous les gens qui cèdent à l'hubris ont des répercussions après. C'est-à-dire que quand on déchaîne la violence, on ne peut pas s'en sortir indemne en fait. Et donc là-dessus, c'est très aristotélicien justement. Et donc pour moi, c'est vraiment un livre à lire quoi. On passe un très bon moment. Bon, c'est violent, hein, c'est pas dans le monde des bisounours, mais c'est un livre vraiment captivant. C'est captivant.
J'avais noté pour finir, en conclusion, des petites anecdotes. Donc, d'où vient le nom Rambo, hein, là aussi, c'est l'auteur qui le dit dans la postface. En fait, ça vient de deux points. Le premier point, c'est que quand il a commencé à créer l'histoire de Rambo, il était en train de lire, pardon, je vais réussir à bien parler. Il était en train de lire des textes de Rimbaud. Et il aimait beaucoup la prononciation, la sonorité. Putain, c'est con, hein, des fois. Ouais. Et quelques heures après, c'est-à-dire que quand il lisait le livre de Rimbaud, et quelques heures après, il y a sa femme qui rentre avec des pommes, et elle lui dit qu'elle a trouvé une nouvelle variété de pommes qu'elle ne connaissait pas, et qui se prénomme Rambo. C'est une variété de pommes, apparemment. J'en avais jamais entendu parler. Bon, bah, moi non plus. Mais bon. A priori, c'est lui qui le dit dans la postface. Donc je vais pas le contredire. Et c'est un livre quand même, pour montrer que c'est pas un petit livre quand même, c'est un livre qui a eu un certain poids. C'est un livre qui, dans les années 70 et jusqu'au début des années 80, était étudié dans tous les lycées américains. Enfin, dans tous les lycées, dans un certain nombre de lycées et de facultés américaines. J'espère que dans le bon sens, parce que... Normalement dans le bon sens. Après, dans les années 80, ils se sont arrêtés, parce que c'est avec l'arrivée de Ronald Reagan au pouvoir. Là, il fallait pas parler mal de la guerre, tout ça. C'est ça, et donc ça a été censuré, et le livre est repassé un peu dans l'oubli. C'est fou quand même, comment un personnage comme ça, c'est pas le premier cas, hein, mais... Comment un personnage sur un film, il est bouquin que par rapport à ce que tu dis, c'était encore une fois une critique à la guerre, une critique au plus qu'une critique à montrer les dégâts qu'il est capable de faire psychologiques, des traumas, stress post-guerre, comment ça transforme un personnage, les héros américains, c'est ça, ouais, etc. C'est sûr que c'est curieux. C'est curieux. Voilà, ils ont laissé faire. Lui il a apporté un peu sa contribution. Je pense qu'il a essayé de redresser un peu la barre sur la novélisation du 2 et du 3. Ça, je parie rien. C'est sûr que quand on voit le ton du livre et du premier film, et qu'on voit le 2, d'ailleurs qui a été écrit, le scénario a été écrit, j'ai pensé à toi, en partie par James Cameron, ton copain. Donc oui, non, là le changement de ton est brutal, quoi. Ouais. Mais il y a un truc qui c'est curieux, qui n'a rien à voir, mais juste ça m'a fait penser autant sur les thèmes que pour la façon d'avancer, que pour la façon d'écrire. Je vais partir sur Coca-Cola, je ne sais pas si tu l'as fait, sur The Last of Us 2, les jeux vidéo. C'est hyper parallèle. En fait, la conclusion, les mêmes enjeux, les mêmes qui montrent la violence comme quelque chose qui n'a pas, que la violence engendre la violence et que tu ne vas pas pouvoir revenir à l'arrière. C'est des thèmes qui sont, il y a des sous-thèmes qui sont abordés dans les jeux, mais ça c'est super parallèle parce qu'en plus, ça m'a fait penser quand tu dis le fait que chaque chapitre c'est un personnage, c'est un peu comme ça. Ah oui, comme dans The Last of Us 2, carrément. Donc, je ne sais pas si c'est là-dessus ou pas, ou c'était basé, mais en tout cas, ça m'a fait clairement penser à ça, quoi. Oui, c'est vrai qu'il y a un lien. Et du coup, tout comme dans The Last of Us, on se rend compte qu'il n'y a pas de gentils, pas de méchants, il n'y a que des zones grises. Mais c'est pas de spoil. C'est ça. Même si ça a déjà assez avancé. Voilà. Non, c'est curieux le rapport. Donc oui, effectivement, sans doute, il doit avoir une influence plus importante que ça. Bon. Alors moi, les premiers films, clairement, bon, on va dire, autant que gamin, on a vu jusqu'au 3, les 2 et les 3. Notre génération, et voilà, on en savait amuser, etc. Après, dans un regard plus adulte, tu t'es dit, putain, les 2 et les 3. Oui, c'est ça. Mais les premières, il avait un vrai message, un vrai contexte. Il même un vrai mise en scène, un vrai enjeu cinématographique. C'est ça. Que d'après que tu me dis la nouvelle, les bouquins, il semble l'avoir aussi, dans son rapport. Donc c'est curieux, c'est curieux. Ah, et après, les voix d'Hollywood sont impénétrables. Mais ils sont quand même fait les premiers qui respectaient à peu près ça, en quelque sorte. Oui, parce que le premier, même s'il y a des divergences, c'est pour ça que c'est intéressant de voir les deux, si vous en avez la possibilité, hein, bien sûr. C'est 2 voyages différents et c'est la même histoire, mais c'est 2 trajectoires différentes qui font voir l'histoire sous des prismes différents, et c'est vachement intéressant en fait.
C'est bon. C'est fini pour moi. C'est fini pour toi? Pour ce capsule. Allez, ben, je me lance sur le deuxième. Donc, pour ma deuxième capsule, je choisis Stephen King, écriture, mémoire d'un métier. C'est un bouquin que il m'avait déjà conseillé pour plusieurs personnes, une en précis, je salue, tu comprendras. Et je vais commencer pour casser toutes les portes. Moi, je ne suis pas fan de Stephen King. C'est un auteur que je respecte. C'est un auteur que j'aurais peut-être lu 12 bouquins, tous les longs. J'ai vu plein de films parce qu'il y a plein de films qui sont marqués et que certains ils sont marqués l'histoire du cinéma, certains ils diffèrent beaucoup les bouquins qu'il a écrits. Mais j'ai toujours reconnu que c'était quelqu'un des métiers. Pour des raisons X, c'est même pas que j'accroche pas, c'est juste que dans mes lectures, ça n'a pas arrivé. Ça n'a pas arrivé. Et je ne suis pas un fan, donc je ne suis pas quelqu'un de très qualifié pour parler vraiment de l'œuvre de Stephen King. Néanmoins, ce bouquin, ça m'a vraiment marqué. Et je vais expliquer pourquoi. Déjà, la structure du bouquin, il est bien divisé sur deux parties. Une qui prend à peu près un tiers du bouquin, que c'est une sorte de biographie, qui est pour lui-même. Que déjà là, on commence à voir des petits détails et que je arriverai plus tard parce que ce n'est pas une vraie biographie à l'usage. Donc lui plutôt, il raconte des anecdotes de sa vie qu'il a marqué en tant qu'écrivain et des anecdotes, certains très vraiment crues, vraiment amères, parce qu'il raconte à certains passages en étant alcoolo, sa découverte de ça, en étant gamin, c'est les scènes qui l'ont marqué, jusqu'à quel point il a fait des efforts pour arriver à être écrivain, etc. Donc, c'est des anecdotes déjà que, a priori, quand on commence à lire, dit qu'est-ce qu'il fout là dans un livre qui parle d'écriture. Mais j'en arriverai plus tard. Il contextualise. Ouais, mais il y a certaines anecdotes qui parlent de la famille, qui parlent de l'enterrement de sa mère, qui parlent de plein de détails de cette sorte que vraiment tout est dit, ok, écriture. D'accord. Mais c'est très amenant. C'est vraiment tout rentre dans sa vie, tu comprends. Cette deuxième partie qui prend les 2 tiers du bouquin, là vraiment on rentre vraiment dans tous ces conseils que depuis le début il dit que c'est les siens et pas les autres. Sur plein de détails de l'utilisation. Il va très loin, hein, des fois. Déjà, vous commencez à vraiment sur parler qu'est-ce que c'est les métiers d'écrivain, de comment il évolue, sur qu'est-ce qu'il faut faire. Il insiste beaucoup sur le fait que il faut arrêter de rêver. C'est une question de travailler tous les jours et beaucoup. Et après, vraiment, il rentre sur certaines utilisations, la description, les usages, certains passages qui sont très intéressants. Ça peut être utile ou pas pour quelqu'un qui a un peu d'esprit d'écrivain ou qui souhaite écrire. L'utilisation des adverbes, c'est des passages très marrants d'ailleurs. Parce que tout il est vraiment mené sur... je ne vais pas dire avec de l'humour parce que ce n'est pas vrai, mais il y a toujours un certain contexte. Il est très vraiment léger à lire dans ses appuis et dans ses critiques. Et à la fin, il y a... ce n'est pas un choix en troisième partie, c'est un épilogue. Que je ne le décrirai pas du tout parce que je préfère qu'il soit découvert. Qui met vraiment en contexte en quel moment il a écrit ce bouquin. Il a écrit sur les années 99, publié début des années 2000, je pense. Il doit être marqué quelque part par là, en anglais, bien sûr. Tant qu'à faire, on va le dire, tant que je l'ai dans la main. Première publication, les années 2000, je ne vais pas tromper du tout. Quand je finis ce bouquin, tous ces épilogues, etc., tout est dit, au début, tout est dit, bon, je vais prendre un bouquin,
autant que Petit Esprit d'écrivains, ou même dans les jeux de rôle qui ont écrit des scénarios, etc. Pour avoir un écrivain quand même très réputé, peut-être un des écrivains qui est plus, si c'est pas des plus riches du monde qu'il a gagné avec un écrivain, ça doit être pas loin. Ah, c'est rare des écrivains, je pense, qui ont tellement des adaptations, etc. Et quand j'ai fini, j'étais vraiment touché par les faits parce que quand on voit toute la trajectoire qui est faite dans ces petits bouquins, en fait, c'est juste que ça m'a fait vraiment avoir plus de respect pour lui. Il se questionne de A à Z. Il se met lui-même en évidence en permanence dans tous les bouquins. De là, la partie biographique, il montre les passages qui sont vraiment, je ne vais pas dire débiles, mais presque. Il montre tous ses efforts pour devenir écrivain, etc. Et pour moi, même s'il n'est pas dit à aucun moment clairement dans les bouquins, en fait, pour moi, ce qu'il vous montrer, c'est que il faut avoir envie, il faut avoir lutté, mais que lui, il arrivait là peut-être pour de la chance, peut-être pour plein de choses, mais qu'il n'est pas autre chose qu'un être humain, qu'il n'est pas un dieu, il n'est pas monté dans les dollars, il croit comme des autres. C'est un exercice que je trouve très, très, très digne d'être lu, parce que un écrivain à un niveau comme lui, même si chaque fois que je vois des interviews qui parlaient de lui, etc., on voyait que c'est une personne quand même qu'il était sensé, qu'il n'était pas trop monté dans ses grands cheveux par là, et pourtant il pouvait tout ce qu'il fait. C'est l'auteur plus adapté au cinéma du monde, clairement, au-delà de n'importe quel autre. Et non, il parle de son métier comme quelqu'un qui pouvait être dans cette petite pièce, dans son petit appartement, en train de lutter pour arriver à être publié, pour lutter, etc. Et c'est vraiment une leçon de vie dans laquelle là, si vous voulez donner des envies d'écrire à des gens qui sont des potentiels écrivains dans le futur, je trouve que c'était la meilleure façon de faire. C'est vraiment te dire, regardez, moi je suis, il n'a pas dit comme ça, mais je suis un nul, je suis plus qu'un être humain, mais j'ai arrivé là, donc si je peux, vous pouvez. Et c'est ça que ça m'a touché le plus. Après, dans la partie technique, il y a plein de détails, tu vois qu'il lit sans arrêt parce qu'il parle surtout de ça, que pour écrire, il faut surtout beaucoup lire. C'est une évidence, mais il y a beaucoup. Il faut se relire, il faut vraiment la technique qu'il est très connue déjà de faire les premières gels, les laisser dans les tirages jusqu'à oublier et après les reprendre quelques mois après. Et c'est des choses qui on pourrait sembler évidentes, mais que quand un auteur comme ça il te parle, il prend un peu plus de voilure. Mais franchement, tout ça, ça m'a été important. Hein, je n'ai pas dit que je l'ai pas appris, mais presque insignifiant par rapport aux fonds. Parce que cette fond humain de vraiment te montrer, là, à la fin, cet épilogue que je ne vais pas expliquer parce que ça mérite de le lire, vraiment, il passe une situation très, 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 très compliquée. Il les remet en question en pleine sa vie, des questions qui sont autour de lui. Bon, il parle de sa femme, pour lui sa femme, c'est une déesse, même s'il parle aussi pour la critiquer aussi, hein, mais vraiment il parle que c'est au-dessus de beaucoup d'autres choses. Et ça méritait sa petite critique. Encore une fois, pour quelqu'un comme moi, que je ne suis pas du tout fan de Stephen King, que je ne suis pas un fanboy, que tout ça m'a choqué. Ça m'a choqué, il s'en a parlé. Et il y a un petit truc que je pense que pour finir cette occasion, je pense qu'il résume ça que je cherche là, parce que je voulais lire les derniers paragraphes du bouquin, de l'épilogue, que je pense qu'il résume.
c'est ça. C'est pour moi, c'est un petit paragraphe, je ne vais pas m'allonger là-dessus, mais qui résume très bien ça. Même si c'est la dernière page, c'est pas un spoil, vous inquiétez pas. Elle dit, écrire n'a rien à voir avec gagner de l'argent, devenir célèbre, draguer les filles ou se faire des amis. En fin de compte, écrire revient à enrichir la vie de ceux qui liront vos ouvrages, mais aussi enrichir votre propre vie. C'est se tenir de vous, aller mieux, surmonter les difficultés et faire qu'on soit heureux, d'accord? Oui, faire qu'on soit heureux. Une partie de ce livre, trop longue peut-être, décrit comment j'ai appris cela. Une autre, plus importante, s'efforce d'expliquer comment on peut mieux le faire. Le reste, et peut-être la meilleure partie, est une autorisation en bonne et due forme. Vous le pouvez, vous le devez, et vous êtes assez courageux pour vous lancer, et vous y arriverez. Écrire est magique. Écrire est l'eau de la vie au même titre que n'importe quel art. L'eau est gratuite, alors vivez. Vivez à satiété. Je pense qu'il résume ça ce que m'a fait sentir ce bouquin. Voilà. Donc, si vous ne le connaissez pas, fan ou pas fan de Stephen King, vous le connaissez ou pas. Si vous avez un petit esprit d'artiste, d'écrivain, comme ceci, ça vaut la peine le détour. C'est un petit livre d'on arrive à 350 pages en édition de poche. Voilà. Après, je vais pas. J'avais une idée, mais je pense que c'est ce que tu veux pas spoiler. Mais de ce que j'en sais, il a fait du coup un travail un peu d'introspection à travers ce bouquin. C'est-à-dire que. Ah oui, clairement. Mais en sachant que lui, il dit sur la partie que je ne veux pas spoiler, les bouquins, il avait écrit avant. D'accord. Il avait écrit avant, il avait arrêté parce qu'il ne savait pas continuer, etc. Et c'est à partir de ce moment qu'il a repris. Qu'il a repris, ouais. Ça, je ne savais pas par contre. Mais du coup, quand vous lirez le livre, ça fait sens. En fait, ce bouquin fait sens dans la situation qu'il a vécue, en fait. Oui, mais forcément, cet épilogue, c'est ça qui m'a mis en contexte. Mais quand je vois tout ce qu'il a écrit avant et tout qu'il a mis, je ne pense pas que ça a été une sorte de révélation pour lui. Oui, non. C'était déjà quelqu'un qui vivait de ça et qui l'appuyait. Que peut-être il a devenu riche à force de ses bouquins, qu'il a eu de la femme, etc. Mais que même avec ça, bon, après, il y a beaucoup des artistes qu'on connaît de cette sorte, qu'il a vu à peu près toujours dans la même maison, avec la même façon d'écrire, à même les mêmes bureaux, les mêmes conditions. C'est vraiment passionné. C'est que, comme il dit même, s'il n'écrivait pas, il mourrait. C'est sa vie. Peu importe qu'il vende ou pas, c'est sa vie. Il écrit pour vivre. Ouais. C'est ça. Question que je pense que tous ceux qui ont une petite âme des artistes, ça nous parle, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. C'est vrai qu'écrire, c'est des moments. C'est des moments où en plus où on pense à rien d'autre qu'à son écriture et c'est vraiment bien, quoi. C'est ça. Ça fait penser à autre chose. Voilà. Et là, je déjà peur. Alors, allez, d'un coup, tu peux démarrer ta suite. Je démarre. Allez. Sauf si tu peux dire des autres choses. Hein, si ça... Non, là, sur. Moi, ce qui me vient surtout, Stephen King, c'est vrai que moi, pareil, les bouquins, je n'en ai pas lu énormément, même si on a regardé énormément de séries, de films, voire de BD qui sont tirés de son univers. Non, moi, le Stephen King, en général, la plupart des temps, on voit Shining. Ouais. Moi, je vois plutôt, c'est bizarre, hein, mais moi, c'est les Langoliers, en fait.
Shining, il faut penser que c'est pas celui qui est le mieux adapté de son bouquin. Oui, oui, oui. Non, mais après, dans la culture. Alors, les Langoliers, encore moins ça, parce que c'était un téléfilm des années 90, tout pourri. Oui, mais peut-être qu'il y avait des choses qui moi, s'éteignaient plus. Il m'a marqué à l'époque, je l'avais trouvé génial, quoi. Ouais. Il faudrait que je me prenne le bouquin, d'ailleurs. Moi, c'est Carrie, donc... Ils l'ont édité en France, le bouquin, les Langoliers, il n'y a pas longtemps. Et Carrie, oui, bon, Carrie, Christine... Bon, Misery. Ouais, Misery. Bon, bref. Ouais, voilà, bon, c'est bon auteur à découvrir. Ouf, un auteur méconnu. Méconnu, un petit auteur. Moins connu que nous. C'est ça. Voilà. Qu'on met en avant. Bon, voilà. Moi, je vais, là, pour ma deuxième capsule, je vais parler d'un jeu vidéo. Qui s'appelle. Première fois qu'on parle de jeux vidéo, ouais, c'est voilà. déjà un moment. En même temps, je l'avais dans la liste. C'est mais... ça. C'est que le deuxième épisode, donc c'est normal, voilà. faut y venir. Donc je vais vous parler de The Artful Ouais, mais Escape. sur 2 épisodes, on a parlé de 3 bouquins. C'est ça, ouais, mais parce qu'on lit beaucoup. C'est ça. Et donc The Artful Escape, c'est un jeu indépendant hein, qui est sorti le 9 septembre 2021, hein, une période où on pouvait se permettre de jouer aux jeux vidéo du coup. Pourquoi tu dis ça? Parce que c'était une époque où on ne pouvait pas trop sortir. Et du coup, on pouvait découvrir des jeux pas mal, qui sont passés un peu sous le radar en plus, puisque c'est pas des AAA, mais très sympa. Et donc, c'est un jeu de type plateforme qui est sorti sur tous les supports. Hein. Ça a été parce que le studio qui le produit est affilié à Microsoft. Donc c'est des exclus temporaires, c'est-à-dire que toutes les premières sorties sont sur les plateformes Microsoft et après coup ça va sur PlayStation, etc. Qui a été fait quand même avec, comme beaucoup de jeux, sous l'Unreal Engine 4, donc j'en parlerai, je dirai plus tard pourquoi j'en parle là. Et c'est développé par un studio qui a fait qu'un jeu pour le moment, à ma connaissance du moins, qui s'appelle Beethoven and Dinosaur. Et édité par Annapurna Interactive, qui est d'accord. un peu plus connu déjà. Donc le jeu est conçu... Pour un chat. Ouais, c'est ça. Le jeu est conçu par Johnny, alors c'est son surnom Galvatron, qui est un musicien australien à la base. Il est fondateur et guitariste du groupe éponyme, The Galvatrons. C'est un musicien qui est un touche-à-tout, c'est-à-dire qu'il a fait des études de cinéma et d'animation 3D sur ordinateur. Qui est à peine diplômé de ses écoles assignées avec Warner Bros. Donc apparemment un gars un peu touché par la grâce en fait, c'est-à-dire qu'il se fait remarquer très vite par les bonnes personnes en fait. Et qui a joué donc pendant 10 ans pour son groupe, et au bout d'un moment ils ont décidé de faire une pause et ça lui a permis de développer d'autres projets et notamment The Artful Escape, et donc il a créé exprès, puisque c'est lui l'instigateur du studio Beethoven and Dinosaur, il a créé exprès pour pouvoir faire son jeu vidéo. Il a commencé à travailler dessus vraiment très sérieusement à partir de 2015, puisque c'est le moment où il a touché une première aide de Epic Games de 17 000 $ pour pouvoir lancer son projet sous l'Unreal Engine 4. Il a tenté de faire un Kickstarter qui a été un échec, mais il a touché des subventions de la ville de Melbourne, et il y a Annapurna qui est arrivé parce qu'ils étaient intéressés par le projet. Donc le Kickstarter a failli enterrer le projet, mais Annapurna qui est un peu qui est professionnalisé en fait dans le jeu un peu indépendant, qui est avec de l'émotion et tout ça, ils sont arrivés, ils ont dit ok, on te signe quoi. Petit point quand même, puisque ça fait 2-3 fois que je l'évoque, un petit point sur Annapurna, qui est un studio d'édition. Ils éditent des développeurs de jeux, qui a été créé en 2016 et qui édite plutôt des jeux indépendants dans la veine de ce que peut faire. Parce que je crois qu'ils existent toujours. Devolver ou Double Fine, qui ont créé Double Fine existe. Des jeux marquants. Ouais. Il a été absorbé par Microsoft. Oui.
C'est Microsoft qui l'a racheté. Mais en tout cas, les noms, ils existent. Hein, oui. Bon, après, ils ont fait des jeux marquants, notamment Brutal Legend, un jeu de PS3 et de Xbox. Ils ont fait les Costume Quest dont on parlait dans le premier épisode. Et Devolver sort des jeux plutôt pixel art qui sont très bien, notamment Crossing Soul, un jeu vraiment à faire. Et donc Annapurna a sorti des jeux quand même marquants depuis qu'ils sont éditeurs. Ils ont sorti What's Remains of Edith Finch. Ouais. C'est plutôt des jeux narratifs. C'est plutôt des jeux narratifs. Gone Home, qui est dans la même veine que What's Remains of Edith Finch. Yes. Ensuite, ils ont sorti Ashen, qui est un jeu de survie un peu Dark Souls, très stylisé au niveau graphique. C'est des graphismes très épurés. Pour ceux qui ont la PlayStation, il est en ce moment sur, si vous êtes curieux, il est sur le PlayStation Plus Extra. Ah oui, d'accord, oui, ça me parle. Ouais. Et il doit être très certainement sur le Game Pass pour les possesseurs de Xbox. Ils ont fait Outer Wilds aussi, qui a fait, je pense que c'est leur plus gros succès là, actuellement. Oui. Puisque c'est un jeu qui a fait du bruit quand même, notamment chez les streamers et les youtubeurs. 12 minutes aussi, qui est un jeu qui a eu une petite résonance auprès du public. Et Outer Wilds et 12 minutes, c'est des jeux dont le gameplay se base sur des boucles temporelles. Ouais. Voilà. Et bien sûr, ils ont sorti avec la PS5 Stray, où on suit les aventures d'un petit chat. Surprenamment bien. Voilà, dans un univers un peu post-apo, cyberpunk, qui est vraiment pas mal. C'est bien post-apo. C'est post-apo. Post. x10. C'est ça. Mais le jeu, là encore, si vous avez la possibilité de le faire, il peut être fait aussi sur PlayStation 4. Il s'en sort pas mal, puisque moi j'ai fait sur la PlayStation 4. Très certainement, c'est moins joli que sur la PS5, mais ça reste un très très beau jeu. Là, actuellement, le jeu dont je parle, si vous n'avez pas le Game Pass ni le PlayStation Plus Extra, puisque le Art School Escape y est aussi sur le Game Pass et sur le PlayStation Plus Extra. Oui, je pense que je l'ai téléchargé, tu me l'avais dit. Si vous ne l'avez pas, il est très régulièrement en promotion pour une dizaine d'euros. Donc il y a moyen de... Bon, après, plus que 10 euros, peut-être pas, mais c'est un jeu à faire à ce prix-là, ça se fait. Donc, de quoi ça parle ce jeu? On incarne Francis Vendetti, qui est un guitariste folk vivant à Calypso. C'est une ville imaginaire des États-Unis. J'ai quand même cherché, c'est imaginaire, elle n'existe pas. Et donc l'histoire débute la veille d'un grand concert en l'hommage de son oncle qui s'appelle Johnson Vendetti et qui est une légende de la folk en fait et qui est le héros du village. Et on voit de suite qu'en fait il y a un gros poids de l'héritage que Francis ne supporte pas forcément, puisque lui artistiquement il ne se sent pas du tout dans la lignée de ce qu'on voudrait qu'il soit, à savoir un grand joueur de folk. Ouais. Il est d'entrée de jeu, on voit que lui il aime les envolées lyriques, les gros solos de guitare bien saturés. Et du coup, pas trop folk ça. Voilà, non, c'est pas folk du tout. Et il a une espèce de conflit intérieur où on attend de lui qu'il fasse un concert folk. Il est censé écrire des chansons qu'il n'arrive pas, parce que dès qu'il veut écrire une chanson, il part sur un gros solo de gratte et du coup il se perd dans ses pensées. D'ailleurs, son style de guitare saturée, pour parler de musiciens connus, ça fait penser un peu dans la saturation à un Santana avec des longues notes, des trucs qui traînent un peu pas de Metheny aussi. C'est des solos qui sont assez lourds, mais qui sont par moments très chill en fait. C'est pas du gros métal quoi. Non, mais normalement les guitaristes un peu comme ça, voilà. Perchés, c'est pas. C'est ça, mais très intéressant. Et donc l'élément perturbateur va se jouer sur les sommets de la ville où il va rencontrer Violetta.
qui est un personnage haut en couleur et qui va l'entraîner avec un autre personnage qui est une légende cosmique. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Du nom de Lightman, dans un voyage interstellaire à bord du Poumon Cosmique, qui est un vaisseau, voilà, qui est un vaisseau spatial. Ok, on parle là du concert de faux. Ah ouais, non, là ça part, ça part loin. Pourquoi pas? Ça part loin et haut, mais de suite. Et en fait, le Poumon Cosmique, c'est un vaisseau un peu organique qui ressemble un peu, pour faire une référence culturelle, ça ressemble un peu à l'hôtel de Fluston Paradise dans le 5e élément. Ouais. Il y a des références un petit peu toujours à la culture de l'imaginaire. Et donc, l'histoire se poursuit dans ce qu'on appelle le cosmique extraordinaire. Et donc, le but c'est de faire la première partie de Lightman, qui est le plus grand guitariste, le plus grand musicien du cosmique extraordinaire. Et donc, on est censé faire sa première partie, puisque sa première partie est tombée malade en fait. Et ils viennent chercher ce joueur de guitare un peu atypique parce qu'il a quelque chose en lui en fait. Et le but, ça va être c'est un jeu avec une vraie. Il va devoir trouver sa vraie identité artistique, c'est-à-dire qu'il se sert de ce voyage pour se créer son identité d'artiste. Et tout au long de son aventure, il va buffer avec des créatures plus extraordinaires les unes que les autres. Et notamment avec le Glamourgon qui est... Glamourgon. Ouais, le Glamourgon qui est une créature dont le danger est au niveau de dauphin. Voilà, donc là je donne des trucs, il y a des explications dans le jeu, donc si vous êtes curieux, allez le faire. Parce que c'est dit comme ça, voilà. Ouais. Et tout au long du jeu, honnêtement, on se demande qu'est-ce qu'ils ont pris, hein, les gens qui ont fait le jeu. Mais c'est bien, captivant. Ouais, et moi, du moins, ça m'a captivé. Un petit mot. Ouais. C'est un peu Moebius en quelque sorte. Ah oui, non, mais c'est ça. Mais c'est clairement ça, je vais y venir d'ailleurs. Mais oui, y a les références, c'est la SF des années 70, un peu psychédélique. Ouais. Ça part dans tous les sens. Même la modélisation des créatures extraterrestres. Et c'est très années 70, c'est très coloré. C'est pas trop anthropomorphique. Il y a des créatures, on se demande qu'est-ce que c'est. Mais c'est un voyage. C'est une échappée artistique, justement. Donc le gameplay, un petit mot sur le gameplay. Ou alors si vous cherchez le challenge, si vous aimez saigner des larmes de sang en jouant, hein, comme sur les jeux From Software, pour ne citer que. Comme disait le vieux monsieur avant de tomber de son pont, fuyez pauvre fou. C'est pas un jeu fait pour vous, puisque là, le but, c'est pas la difficulté, c'est la proposition. Et donc, c'est un jeu de plateforme narratif, sans difficulté majeure. Les plateformes, quand on évolue dans le niveau, évoluer dans le niveau, c'est une partie du concert. C'est-à-dire que tout au long du niveau, il y a une musique de fond, mais si on appuie sur un bouton, on va déclencher des gros solos de guitare qui vont aller avec la musique qui suit. Et donc, on peut traverser tout un niveau en jouant de la guitare pendant 5 minutes. Le gars qui a enregistré les solos, il a dû se faire plaisir. On lui a dit, vas-y. Ça sent bien que c'est l'auteur qui l'a enregistré. Oui, très certainement. Il y a un petit ego que ça. C'est ça, ouais, non, mais la bande de son est très bien. En plus, c'est très varié. Et donc on va jouer avec des créatures, il y a des phases donc, de plateforme. Il va y avoir des phases contre des boss, entre guillemets, c'est pas des boss, c'est pour progresser dans l'histoire, il va falloir alors c'est un mot qui revient très souvent, qu'on buffe avec des entités qui vont nous permettre de poursuivre notre concert. Et ces phases-là de boss, entre guillemets, vont être un jeu musical de combinaison de touches en fait. C'est-à-dire que le boss va déclencher une série de touches et c'est à nous de nous en souvenir après pour reproduire
la partition musicale. Ouais, voilà. Et voilà, il n'y a pas de game over, c'est-à-dire que quand on loupe la touche, on fait un faux accord et le boss reprend jusqu'à ce qu'on réussisse. Alors, si on n'a pas une bonne mémoire, on peut passer beaucoup de temps dessus parce que des fois, c'est 2 combinaisons de touches, mais des fois, c'est 5-6 d'affilée. Ouais. Et donc, si on n'est pas bon au niveau mémoire, ça dépend qu'est-ce que tu as fait comme jeu des gamins. C'est ça, c'est ça. Si on ne s'est pas intéressé à des jeux qui font travailler un peu les méninges. Je ne sais pas comment ça s'appelait en France, les trucs des lumières qui s'allumaient. Ah, ça, c'était infernal. Je ne connais pas le nom, mais j'en ai eu un et c'était. Simons. Au tout début, c'est facile, mais parce que ça va de plus en plus vite et tout. Ouais, c'est ça, c'est là. Mais c'est dans cette ligne-là. Et donc le gameplay c'est plutôt classique. C'est très maniable. Il y a des doubles sauts. On peut même faire un saut supplémentaire avec un accord de guitare qui fait sauter encore plus haut. Enfin, c'est vraiment si on aime bien glisser sur les genoux en faisant des accords de guitare, c'est pas mal. Mais c'est pas le centre névralgique du jeu. C'est-à-dire que le gameplay c'est plus voilà, c'est la manière d'arriver à ce que veut réellement l'auteur, à savoir une invitation au voyage cosmique et à l'introspection aussi, puisque le héros recherche son identité artistique. Et donc c'est ça la vraie force du jeu, c'est comme le titre le dit, hein, c'est l'écharpé artistique ou la fuite artistique, hein, puisque ça peut être traduit comme ça en français. Et quel voyage! C'est le voyage est d'abord visuel. On en prend vraiment littéralement plein les yeux. C'est-à-dire qu'on traverse des montagnes enneigées lors d'une nuit étoilée avec des planètes en arrière-plan. On traverse des déserts, des lacs, des villes abandonnées depuis 500 ans, des geysers avec des liquides un peu étonnants parce que tout ça c'est extraterrestre bien sûr. On traverse une capitale de la mode du cosmique extraordinaire, donc avec les codes, tout ça. C'est un monde qui est vraiment haut en couleur, avec des graphismes simples, mais vraiment magnifiques. Notamment les jeux de lumière et de reflets et d'ombre qui sont vraiment magnifiés par justement l'Unreal Engine 4. Il a été bien exploité à ce niveau-là. Et c'est vraiment une proposition graphique qu'on ne voit pas souvent. C'est-à-dire qu'en ça, c'est vraiment très original, même si ça reprend des codes, comme on a dit, des codes de Mobus et tout ça. En jeu vidéo, on a rarement l'occasion de voir cette patte et cette proposition. Je n'ai pas souvenir, après, je pas attendre, des jeux qui récupèrent cette patte artistique qu'il y avait comme Mobus, je n'ai pas en tête tant que ça. Il y a dû avoir des jeux sur PC, je pense, à une époque, des point and click. Ouais. Sur console, à ma connaissance. Oh, mais même, je n'ai pas trop souvenir, mais bref, ouais. Voilà. Mais là, c'est vraiment coloré, c'est vraiment. Et en plus, c'est débridé, quoi. Y a pas de, on sent qu'ils n'ont pas de limite, quoi. Ils se sont fait plaisir sur l'univers graphique. On rencontre aussi des personnages tout aussi marquants qu'originaux, hein, notamment l'influenceuse, qui est un mélange. C'est un mélange entre Arsène Boldo. C'est le peintre de la Renaissance, enfin pas de la Renaissance, mais c'est un peintre de 1700 et des brouettes qui faisait des portraits en fruits et légumes. Ah oui, c'est vrai. Arsène Boldo et Dali. C'est un mélange un peu des deux, le personnage. Donc voilà, c'est très original. On rencontre aussi des tortues permettant de voyager dans le multivers à des vitesses luminiques. On rencontre des créatures mi-corail, mi-insectes qui s'expriment en jouant des notes de jazz. Enfin, vraiment, c'est un voyage vraiment prenant et captivant. Et c'est un univers très vivant. En plus, c'est très vivant, c'est varié, dans lequel on interagit tout le temps. C'est-à-dire que dès qu'on va jouer un solo de guitare, il va y avoir des feux d'artifice, il va y avoir la faune et la flore qui vont bouger, il va y avoir des jeux de laser. C'est vraiment quelque chose, quoi. Et après, bien sûr, il y a la partie musique auditive ou la proposition musicale. Au début, on a un peu de folk et après, on a des musiques électro-orchestrales qui vont des fois dans l'épique. Ça rappelle certaines musiques de films. Il y a des musiques un peu plus
comment dire, un peu plus calme. Ça se met dans l'action et avec la gratte qui peut venir par-dessus, apporter encore un plus à ça. Et le générique de fin, pour moi, si tu le fais, tu me diras. Ouais. Et pour moi, c'est un hommage à Eric Serra, puisque ça ressemble aux musiques des films de Luc Besson des années 80. D'accord. Bon, pour moi, la musique de fin de The Artful Escape, ça ressemble aux musiques de Subway de Luc Besson. D'accord. C'est un peu dans cette ligne-là. D'ailleurs, c'est très étrange parce qu'on a des musiques épiques pendant tout le jeu. Et à la fin, on a une musique vraiment électro années 80 qui jurerait presque, mais qui est géniale au fond. D'accord. Écoute, voilà. Ma foi. Et donc, c'est vraiment un voyage psychédélique. Hein. Et enfin, il y a l'introspection où toutes les aventures permettent à Francis de s'affranchir du poids de l'héritage et des attentes que les personnes ont de lui pour trouver quel artiste il est réellement. Et à ça, on peut l'aider. Puisqu'on va pouvoir, c'est nous qui interagissons à certains moments, on va pouvoir donner en gros son nom de scène. Par exemple, moi j'étais le flamboyant, je sais plus, on peut trouver, il y a plein d'adjectifs. Il y a un gameplay de Bob Lennon où il se fait appeler le tout-puissant futur. Voilà, on peut choisir la planète d'où on vient, on peut choisir si on est un guerrier si on est le chef de la brigade du heavy metal. Enfin, c'est vraiment pas mal, on peut l'aider là-dedans et on peut même l'aider à un moment à trouver sa patte artistique vestimentaire où là, c'est pareil, tout est possible. Ouais, ok. Tout est possible. Et donc, pour finir, là, c'est l'auteur qui le dit dans une interview. Pour la petite anecdote avant de finir, son univers, l'univers du jeu, a été inspiré par Ziggy Stardust de David Bowie. Voilà. Il a été beaucoup inspiré aussi par les films l'univers de Wes Anderson, de Spielberg et de Stanley Kubrick. Ouais. Strange mélange quand même. Spielberg, j'ai pas trop vu, peut-être dans la musique, mais Wes Anderson, j'ai vu. Ziggy Stardust, j'ai vu. Ah ouais, oui, clairement. Pour Stanley Kubrick, peut-être certains passages What the fuck de 2001 Odyssée de l'espace. Ouais. Mais c'est un peu plus ténu, on va dire, Spielberg et Stanley Kubrick. Puisque, après, c'est influence. Hein. Oui, des fois, les influences, c'est juste des petits détails. Ouais. Et pour un premier jeu, quand même, j'ai noté, parce qu'il y a des doublages qu'en anglais, mais des doublages de poids, notamment sur 4 acteurs. Ouais. Il y a 4 acteurs qui sont venus travailler sur son premier jeu vidéo et son premier projet, donc c'est quelqu'un qui doit avoir un réseau quand même assez important, puisqu'il y a Lena Headey qui fait une voix, qui fait la voix de l'influenceuse d'ailleurs, je crois, qui est l'actrice qui a joué Cersei dans Game of Thrones. Ouais. Il y a Mark Strong qui joue. Josh Dredd, n'oublie pas Josh Dredd. De quoi? Il était Dredd, il était la méchante. Ah oui, mais oui, Josh Dredd, oui. Elle a toujours joué dans parlé. 300. Elle a joué dans 300 ouais, aussi. il a autre chose, c'est toujours Game of Thrones. Bon, après, je fais la référence facile. Toujours la référence facile. C'est plus connu. Après, Mark Strong, qui est beaucoup connu pour faire des rôles de méchants ou des seconds rôles, notamment dans Kingsman et dans Sherlock Holmes. Qui a fait un film complètement là, avec Sacha Baron Cohen. C'est Grimsby, agent trop spécial, un truc comme ça. On en parlera peut-être parce que c'est un film très graveleux, mais c'est pas mal. Il y a Jason Schwartzman qui joue dedans aussi, qui est un acteur un peu fétiche et qui joue dans beaucoup de films de Wes Anderson justement. Il a joué dans À bord du Darjeeling Limited. Ah oui. Il a joué oui, ça me parle. dans Grand Budapest Je vois pas Hotel. sa tête, mais oui. Et il joue le méchant dans Scott Pilgrim aussi. Ah oui, d'accord, oui. Là, je vois. Voilà. Là, je vois clairement. Et enfin, la voix de Lightman, c'est Carl Weathers qui le fait, célèbre pour son rôle d'Apollo Creed dans Rocky. Donc, il y a quand même 4 personnes qui, pour un jeu sans grande difficulté, mais qui offrent un voyage extraordinaire, qui ont accepté de prêter leur voix. Et c'est vraiment cool, ça donne du poids au voyage.
Ouais, je sais, je m'en souviens, tu m'avais bien parlé, j'aurais téléchargé direct. Et après, manque de temps, tout ça. On travaille. Ouais, c'est ça. Mais c'est un jeu qui est vite fait, hein, en fait. Je pense qu'en. Non, mais je pense que je vais le faire bientôt. Si on ne cherche pas à compléter, à platiner le jeu, je pense qu'en 5 heures, il est peu, quoi. Ouais, mais je pense que nous, sur un moment, quand on a tellement d'envie de faire des trucs comme nous, de lire, de jouer, etc. Au bout d'un moment, mode facile, on oublie de platiner. Voilà, là, il n'y a même pas de mode. Là, il n'y a pas de mode difficile, il n'y a pas de mode. C'est d'accord. L'échappée artistique. Ouais. The Artful Escape, un jeu qui a pas eu enfin, je sais pas s'il a eu un gros succès ou pas. Tous les gens qui ont joué, j'ai vu un peu sur les avis, souvent il a des 9 sur 10. Les gens qui se sont prêtés au voyage. Mais des fois, il n'y a pas tout. Il y a des AAA qui sont très bien, mais des jeux comme ça, c'est des petites pépites à trouver. Sur les PCN, il y a pas mal quand même des petites pépites comme ça. À chercher. Après, il faut un peu croiser. Moi, c'est le gameplay de Bob Lennon qui m'avait donné envie d'y jouer, clairement. Et après avoir fini le jeu, j'ai fini de regarder son gameplay. Et il dit à la toute fin, au dernier épisode, que c'est la série qui a été le moins regardée de sa chaîne. Donc, parce qu'il n'y a pas de. Voilà, c'est un jeu, c'est une proposition artistique. Bon, ça, c'est les propositions. Bon, bref. Est-ce qu'on peut parler tant de choses pour se languer? Donc, sur ce, on a fini. On a fini. On a fait nos chroniques, donc j'espère qu'ils vous ont plu. On essaye de s'améliorer petit à petit. Il part pas. Moi, j'ai une liste de chroniques longue comme mon bras. Ouais, pareil. Hein. Il y a plein de trucs qu'on aimerait parler. Donc, en tout cas, on se voit d'ici un mois. Et on continue. Et la phrase de la fin, parce que je m'en souviens jamais, je te laisse te le dire. N'oubliez pas que l'abîme vous regarde aussi. Voilà. Ciao. Ciao.